que vous pouvez nous expliquer son parcours avant d'arriver à la tête de la Commission européenne? Vous la présentez déjà comme membre de lobby opaque. Oui, alors c'est quelque chose qui m'a frappé personnellement quand j'ai écrit, parce que j'essaie de contextualiser en me disant quel est le portrait que la presse m'a dressé d'Ursula von der Leyen? Et en fait, je me rends compte que c'est assez peu détaillé. C'est-à-dire qu'on me fait des effets de cinéma en me disant elle est fantastique, elle est allemande, elle est très connue, elle est puissante, tout ce qu'on veut. Mais par contre, savoir d'où elle vient, quel est son passé en Allemagne, c'est quelque chose qui est assez peu présent dans la presse. Et donc on peut voir par exemple que dans sa jeunesse en Allemagne, elle a été exfiltrée par les services anglo-saxons. Qu'elle a dû déménager à Londres, où elle a vécu sous une fausse identité avec le nom de Rose Ladson. Elle a fini après par partir aux États-Unis où elle s'est mariée, et après on lui a construit une carrière en Allemagne. Donc si déjà on explique ça à la population, c'est quelque chose d'assez troublant et étonnant, parce que ça en dit long sur l'indépendance qu'elle peut avoir par rapport aux intérêts anglo-saxons. Donc c'est quelque chose qui est très marqué chez elle. Et en plus de ça, on peut voir par exemple qui était le père d'Ursula von der Leyen, qui porte le nom normalement d'Albrecht. Son père a écrit un livre. Alors je suis très amusé dans mes recherches de voir que en 1976, parce que je suis en France, pas en Belgique, le père d'Ursula von der Leyen a écrit un livre qui est quand même une espèce de promotion du totalitarisme en nous expliquant que l'être humain peut être réifié, que c'est un engrenage d'une machine, et il va jusqu'à faire la promotion de la torture d'État dans son livre, ce qui, dans ces années-là, avait choqué la presse comme Le Monde ou Amnesty International. Et aujourd'hui, quand sa fille en fait ne fait qu'appliquer l'idéologie qu'on retrouve dans le livre du père, les mêmes acteurs en fait n'y voient rien de scandaleux à l'heure actuelle. Donc c'est quand même quelque chose d'assez surprenant quand on l'analyse. Et donc je l'ai retrouvé dans différents lobbies. Donc par exemple, je me suis rendu compte, vous savez, il y a une incompatibilité quand on est président de la commission à être dans un lobby. Normalement, on doit pouvoir agir en indépendance parce qu'on représente l'intérêt de l'ensemble des États membres. Et je remarque que, par exemple, elle déclare dans sa déclaration de conflit d'intérêt qu'elle a été membre d'un certain comité au sein du World Economic Forum, donc elle n'est pas Young Global Leader, mais elle est membre d'un comité qui est censé défendre les valeurs du forum et les propager quelque part et réaliser les objectifs du forum. En même temps, elle est lobbyiste pour un autre lobby qui est MSC, donc la conférence de sécurité de Munich, où vous avez vu J.D. Vance faire pleurer le président et choquer peut-être un peu Ursula von der Leyen. Donc, mais cette conférence de Munich sur la sécurité, elle est financée d'ailleurs par le fabricant d'avions américain Lockheed Martin. Alors, le fait de pouvoir tracer son appartenance à des lobbies qui tantôt sont déclarés, comme c'est le cas du WEF, qui est déclaré, il n'y a pas de problème, et d'autres qui ne sont pas déclarés. Donc elle a comme cette habitude de rencontrer des lobbies sans faire état de son rendez-vous, et de faire partie de cette industrie qui parfois ne se déclare pas ou qui agit un peu de manière spéciale. Il faut identifier quels sont les conflits d'intérêts potentiels qui émergent de là. A priori, tout le monde a un entourage, donc c'est pas la question. Mais quand elle a fait partie de la conférence de sécurité de Munich, même quand on trouve des titres, un peu comme pour Nathalie Loiseau à l'ECFR, un titre, d'apparat, en fait, c'est comme être lié à une structure. Et donc ça s'examine quand même en matière de conflit d'intérêts et de liens d'intérêts. Et donc on a pu voir que des lobbies de la crise sanitaire étaient des lobbies qui étaient membres du World Economic Forum, soutiens du World Economic Forum, et qui étaient aussi derrière la conférence de sécurité de Munich. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une présidente qui, au final, dans son premier mandat, à partir de 2019, a servi l'intérêt financier des géants de la tech, donc du digital, des données, et l'industrie pharmaceutique. Dans son deuxième mandat, elle essaye de servir l'intérêt de l'industrie de l'armement. C'est intéressant de voir qu'en fait, ce sont l'ensemble des industries qui sont en lien avec ces conflits d'intérêts. Et donc là, on ne peut pas imaginer que c'est une erreur ou une coïncidence. Ça veut dire qu'elle a été mise en place et soutenue, alors qu'en fait, elle est quand même relativement détestée de l'autorité publique. Je peux même citer Jean Quatremer qui l'a avoué publiquement, donc il n'y a pas que moi. Cette femme est maintenue envers et contre tout en place. Et ça parce qu'elle ouvre un pont d'or à tous les lobbies, à la manne financière des contribuables européens, quoi. Alors, elle accepte de faire un coup d'État en s'arrogeant des compétences qui ne sont pas les siennes
et en mettant en parallèle des dépenses avec l'argent public qui sont hors de son budget. Et vous revenez d'ailleurs aussi dans votre ouvrage, Frédéric Baldan, sur ces centaines de millions d'euros qui ont été distribués apparemment totalement inutilement au fameux cabinet de conseil qu'on connaît bien maintenant en France, McKinsey, le cabinet de conseil américain que Monsieur Macron a utilisé à hauteur de 2,5 milliards d'euros jusqu'en 2021. On avait entendu parler de cela pendant ces commissions parlementaires il y a quelques mois. Alors, Ursula von der Leyen, elle arrive à la... Alors, cette Ursula von der Leyen, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer